Au Nigeria, la suspension du président de la Cour suprême poursuivi en justice pour fraude suscite beaucoup de remous. Un groupe d'avocats a manifesté devant le siège du barreau à Abuja pour protester contre cette destitution illégale. Décès lundi à Alger du président du Conseil constitutionnel algérien, Mourad Medelsi, est décédé à 3 mois de la présidentielle prévue le 18 avril, alors que l'institution qu'il dirigeait est chargée de la valider. Le président français a rencontré lundi son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi, reménu la signature de contrats à hauteur de centaines de millions d'euros, mais aussi des échanges sur la situation des droits humains. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika au Nigeria. La suspension du président de la Cour suprême poursuivi en justice pour fraude suite à beaucoup de remous. Du moins, ça suscite beaucoup de remous. Un groupe d'avocats nigérians a manifesté devant le siège du barreau au Nigeria à Abuja. Au Nigeria, la suspension du président de la Cour suprême poursuivi en justice pour fraude suscite beaucoup de remous. Un groupe d'avocats a manifesté devant le contrat à hauteur de centaines de millions d'euros, mais aussi des échanges sur la situation des droits humains. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Nigeria, la suspension du président de la Cour suprême poursuivi en justice pour fraude suscite beaucoup de remous. Un groupe d'avocats nigérians a manifesté devant le siège du barreau du Nigeria à Abuja pour protester contre cette destitution qu'il qualifie d'illégale. Le gouvernement nigérien s'est défendu d'avoir cherché à interférer dans les élections du mois prochain au Nigeria en suspendant Walter Onogen, président de la Cour suprême et plus haut magistrat du Nigeria, poursuivi en justice pour fraude. L'ancien ministre de la Justice est remplacé par Tanko Muhammad, un juge originaire du nord du pays. La constitution nigériane prévoit en effet que le président ne peut renvoyer le plus haut magistrat du pays qu'avec l'approbation des 2/3 des sénateurs. Walter Onogen est poursuivi devant le tribunal du Code de conduite, une juridiction créée spécialement pour juger les questions éthiques. Il est accusé de ne pas avoir déclaré plusieurs comptes bancaires en dollars, euros et livres sterling. Cette mesure a provoqué des critiques tant au Nigeria qu'à l'étranger à l'égard du président, à qui il est reproché d'avoir violé la Constitution et de tenter de manipuler l'appareil judiciaire. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, à qui l'on prête des ambitions présidentielles, démissionnera de son poste de président de l'Assemblée nationale en février. C'est ce qu'a annoncé le président ivoirien Alassane Ouattara lors de la cérémonie des vœux à la presse lundi. Les précisions à travers cet élément. Soro Guillaume démissionnera en février, c'est entendu. C'est réglé, a affirmé de manière lapidaire le président Alassane Ouattara en répondant à une question d'un journaliste au palais présidentiel. Guillaume Soro s'était mis vendredi en congé jusqu'au 20 février, déléguant ses pouvoirs au vice-président, selon un document diffusé à la presse. Le motif exact de cette absence n'était pas précisé. De ses proches avaient rapporté plus tôt dans la journée qu'il envisageait de démissionner du perchoir. Il l'envisage très fortement, ça va se faire, il va quitter son poste pour ne pas provoquer une crise institutionnelle, avait expliqué cette source sous couvert d'anonymat, précisant que les modalités de cette démission n'étaient pas encore arrêtées. En revanche, une source proche du pouvoir a confié que le président Alassane Ouattara avait forcé Guillaume Soro à démissionner, estimant qu'il ne pouvait pas être président de l'Assemblée et ne pas soutenir le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, coalition qui s'est transformée en parti samedi et dispose de la majorité à l'Assemblée. Âgé de 46 ans, Guillaume Soro préside l'Assemblée nationale depuis 2013. Il avait été auparavant le premier chef du gouvernement du président Alassane Ouattara après son arrivée au pouvoir en 2011. De 2002 à 2011, Guillaume Soro a été le chef de la rébellion qui a contrôlé la moitié nord de la Côte d'Ivoire pendant la présidence de Laurent Gbagbo. Réputé en froid avec le chef de l'État, Soro est très discret sur le plan médiatique depuis plusieurs mois, voyageant beaucoup à l'étranger. Il est jusqu'à présent resté muet sur ses intentions pour la prochaine présidentielle de 2020.
Les institutions élues en République démocratique du Congo s'installent les unes après les autres. La session inaugurale de la nouvelle Assemblée nationale, issue des élections du 30 décembre, s'est ouverte lundi à Kinshasa. L'ordre du jour était la mise en place de son bureau. Les précisions. La séance inaugurale a été présidée par un non-élu, Jean Ngouvoulou Kodji, secrétaire général administratif de cette chambre basse, qui, après l'appel nominal de tous les élus, a procédé à l'installation des membres du bureau provisoire. Le bureau provisoire est présidé par le doyen d'âge Antoine Gabriel Kongoua Konwanza, la 80aine, qui sera assisté par les deux Benjamins, Jackson Ououché Atingoto, 26 ans, et Aminata Namashia Bazego, 25 ans. Provisoirement, la Chambre basse est constituée de 485 députés, 435 hommes et 50 femmes, alors que 15 sièges sont encore à pourvoir. Au total, 434 députés étaient présents et 51 absents. Les 15 sièges seront pourvus en masse lors d'élections dans les régions de Béni et de Boutambo à l'est et de Yumbi à l'ouest, où le scrutin du 30 décembre avait été suspendu pour des raisons sanitaires et sécuritaires. Les recours relatifs au contentieux des élections législatives devant la Cour constitutionnelle sont en cours jusqu'en mars. La mise en place du bureau définitif n'interviendra qu'après la publication des résultats définitifs par cette Cour, la plus haute instance judiciaire du pays. Ngouvoulou a exhorté les députés à ne pas sacrifier les intérêts de leurs électeurs au profit d'intérêts politiques et de faire de l'Assemblée nationale un véritable temple de la démocratie. Les élections législatives se sont tenues en même temps que la présidentielle à un tour qui a proclamé vainqueur l'opposant Félix Tshisekedi. Les législatives ont en revanche été remportées par les partisans de l'ancien président Joseph Kabila qui a cédé vendredi le fauteuil à son successeur. Décès lundi à Alger du président du Conseil constitutionnel algérien, Mourad Medlissi, est décédé à 3 mois de la présidentielle prévue le 18 avril, alors que l'institution qu'il dirigeait est chargée de valider les élections, les résultats du moins de cette élection. Reportage. Mourad Medelchi, en fonction depuis septembre 2013, est décédé à 116 ans des suites de maladies. L'homme a été inhumé le même jour à Alger, en présence de plusieurs hautes personnalités. Le Conseil constitutionnel algérien, composé de 12 membres, est chargé de valider les candidatures à la présidentielle, de contrôler la régularité du scrutin et d'en proclamer les résultats définitifs. Désormais, il doit se réunir autour du vice-président pour prendre acte du décès de son défunt dirigeant. Le vice-président assure l'intérim de la présidence jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire dans les 15 jours de la notification du décès au chef de l'État. Par ailleurs, le Conseil peut statuer tant qu'au moins 10 de ses membres sont présents. D'après un professeur de droit à l'université d'Alger, le décès de Medelchi n'aura aucun impact sur l'opération de dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle prévue le 18 avril et sur l'organisation du scrutin en général. Les candidats ont jusqu'au 3 mars pour déposer leur dossier au Conseil constitutionnel qui dispose ensuite de 10 jours pour statuer sur la validité. Le président français a rencontré lundi son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Au menu, la signature de contrats à hauteur de centaines de millions d'euros, mais aussi des échanges sur la situation des droits humains en Égypte. Ce déplacement s'est inscrit dans le cadre d'une visite officielle de 3 jours au Caire pour renforcer les liens économiques avec l'Égypte. Emmanuel Macron avait prévenu qu'il entendait parler plus ouvertement avec son homologue de la question des droits humains en Égypte. Le président français a estimé lundi au Caire devant Abdel Fattah al-Sisi que la stabilité d'un pays allait de pair avec le respect des libertés. D'abord parce que l'image internationale de l'Égypte peut s'en trouver abîmée. Il faut être lucide, vous avez commenté la presse du jour, j'imagine donc que vous voyez la presse de tous les jours. Lorsque des présentateurs, des blogueurs sont emprisonnés, ça n'est pas bon pour l'image d'un pays qui m'est cher et qui m'est ami. Et comme je suis attaché à la réussite de l'Égypte dans le contexte contemporain, je pense qu'il est bon d'apporter une réponse à ce point. Enfin, parce que je pense que la véritable stabilité passe par cette vitalité de la société civile. Et autant je respecte profondément toutes les décisions qui sont liées à la stabilité de l'Égypte, à la volonté portée par le président, à la fois de ne pas être déstabilisé, de pouvoir développer le tourisme et l'économie. Et j'accompagnerai de toutes mes forces l'Égypte sur ce chemin. Le président le sait. Et c'est le sens de nos échanges et ce que nous allons faire.
En recevant le président égyptien en octobre 2017, il avait refusé de lui donner des leçons sur cette question sensible, provoquant l'indignation des associations. Enquête sur l'assassinat de 2 journalistes de Radio France Internationale au Mali en 2013. L'ancien président français François Hollande a été entendu comme témoin par des juges d'instruction. Les juges français qui enquêtent sur l'enlèvement de Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont eu à interroger François Hollande sur des conversations en off tenues le 11 janvier avec des journalistes. Dans les 10 échanges, l'ancien chef de l'État aurait évoqué des informations qui semblaient contredire les investigations. Dans le même dossier, l'ancien patron de la Direction générale de la sécurité extérieure a également été entendu. Les auditions ont alimenté un peu plus de doute des proches des journalistes dans cette enquête où pèsent, selon eux encore, de nombreuses zones d'ombre sur les circonstances exactes de l'assassinat. En effet, l'association Partie civile au dossier judiciaire avait réclamé en novembre ces auditions, déconcertés par certains propos prêtés à François Hollande et à Bernard Bajolet dans le cadre d'apartés avec des journalistes. Ils avaient notamment évoqué l'existence d'une écoute téléphonique captée entre un probable commanditaire et un exécutant, le premier reprochant à l'autre d'avoir détruit la marchandise, selon des propos qu'aurait tenus François Hollande en décembre 2013 et rapportés par un journaliste de RFI à la justice. Confronté le 11 janvier à ses propos dans le bureau des juges, l'ancien président en a regretté de mauvaises interprétations, tandis que Bernard Bajolet a démenti un mois plus tôt l'existence même de cette écoute devant l'un des juges. L'enquête suit son cours. Le pape François rejette toute remise en cause générale du célibat des prêtres en vigueur dans le catholicisme romain. C'était lors d'une conférence de presse. Le souverain pontife qualifie le célibat des prêtres catholiques de don pour l'Église qui ne peut pas devenir optionnel. L'éventuel mariage des prêtres ou l'ordination d'hommes mariés n'est donc pas envisageable, du moins pour l'instant. Ce, malgré une chute des vocations en Europe et dans les Amériques. Le pape François a rappelé à plusieurs reprises que l'interdiction de l'ordination d'hommes déjà mariés n'était pas un point de doctrine figé, semblant ainsi ouvrir le débat. L'hypothèse de ces ordinations sera à l'ordre du jour du prochain synode en octobre, dédié à l'Amazonie, immense territoire latino-américain souffrant d'un manque de prêtres autochtones. Ce sera ainsi la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.